des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde Sey au micro en cette nouvelle année 2025, en tout cas nouvelle année pour l'émission des livres plein les oreilles qui repart pour une année entière. On vous a souvent souhaité la bonne année depuis 9 jours que nous sommes déjà en 2025, alors permettez-moi à moi aussi de vous la souhaiter bien belle et bien bonne. Pour débuter l'année, nous allons découvrir un joueur un petit peu différent des autres studios de production de livres qui s'écoutent. Il s'agit d'une toute petite mais très fine équipe qui fait un travail de réalisation littéralement de moine pour nous emmener dans de vraies aventures sonores qui au départ sont des bandes dessinées. Alors, écoutez, je vais vous en faire entendre plusieurs extraits. Vous allez vous faire une bonne idée de la qualité qu'ils nous présentent. Le nom de cette fine équipe française-là, c'est Blind, comme aveugle, mais avec un Y. Et puis, parce que en ce début d'année que je vous souhaite belle, mais ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis une nouvelle fois, j'entends partout autour de moi parler du naufrage de la civilisation, du désir d'être ici, mais en même temps du désir d'être ailleurs. Et j'ai trouvé à ce sujet des livres qui font écho peut-être à vos craintes et à vos souhaits, et peut-être des livres qui vont soit vous faire encore plus de mal, mais soit vous soulager aussi peut-être. Et puis en seconde partie, Faline Bobier va ouvrir cette année avec nous en nous présentant le site de Kaeb pour vous aider, vous qui en avez besoin, à trouver des livres audio facilement via nos bibliothèques. Et on finira ça avec des livres audio avec comme toile de fond Le Blanc de l'hiver, et ce sera un polar très attendu en audio et une saga historique. Mais pour le moment, écoutez bien ça. Attention, il faut pas que je me plante. C'est pas pour ça qu'on m'appelle tango. Pourtant, ça ressemble pas mal à une danse que j'ai trop pratiquée. Un demi-tour, c'est moi qui mets le bal. Écartant la main armée de Pablo, je place les miennes avec précision et d'un geste sec. Je brise la nuque. Crac. Ah! C'est quelque chose, hein. Ça, c'est le travail de Blind que je voudrais vous présenter. Ces gens-là, tous assez jeunes, hein, je vous le dis, se sont posé la question, mais comment on pourrait contenir des livres audio immersifs à partir de licences de bandes dessinées déjà connues et déjà sorties sur papier. En quelques années, bon, ils en ont eu l'idée, cette gang de copains, en 2019, et c'est né en 2020. Et ils ont ceci de particulier qu'ils possèdent tous les outils de création possibles et inimaginables, et ils connaissent parfaitement bien cette espèce eux, ils l'appellent l'écosystème de talents lyonnais, donc de la ville de Lyon, qui permettent à répondre absolument à tous les projets et avec beaucoup de talent. Alors, la création de la société Blind, c'était en avril 2020. En décembre 2020, ils ont créé leur première série audio. En 2021, c'est l'application Blind qui a vu le jour. En septembre 2022, ils ont ouvert le secteur du livre audio et de production exécutive pour d'autres clients. Et en juin 2023, ouverture à la post-production audiovisuelle, 50 de leurs séries se retrouvent sur les plateformes. Ce sont quelques-unes de celles-ci dont que je voudrais partager avec vos oreilles. Par exemple, ce tango là dont on vient de parler. Honnêtement, je suis pas très BD, je connais peut-être pas, mais vous, peut-être, parce que Tango, il semble que ce soit une série très, très connue par les gens qui apprécient. Ce Tango, c'est simple, hein, c'est un type qui part se planquer dans la cordillère des Andes et qui veut se faire plutôt discret. Mais comme toujours, quand on veut se faire discret et qu'on tourne le dos à ses fantômes, eh bien ceci vous rattrape très rapidement et beaucoup plus rapidement que tout ce qu'on avait déjà imaginé. Alors voici un extrait de Tango tel qu'imaginé en livre audio par l'équipe de chez Blind. Et tant qu'on ne l'a pas retrouvé, on continue de le chercher. Mon Dieu, c'est quoi ce trou encore? Je suis vraiment pas fait pour les villages de bouseux. Ah, quelle chaleur!
Pitié, rendez-moi mes immeubles, mes routes en bitume et ma clim. Buenas tardes, señor. Vous désirez? Señorita, c'est un bien beau bar que vous avez là. Une bière si vous avez bien fraîche de préférence. Local? Belge. J'aurais quelques questions aussi. Gratuite ou payante? Je sens que nous allons bien nous entendre, vous et moi. Je suis journaliste, je m'intéresse à l'affaire de cet Anselmo, vous le connaissez? Peut-être, mais je ne crois pas que vous soyez journaliste. Vous avez plutôt l'air d'un flic. Vous êtes perspicace. En fait, pour être honnête, j'aime pas du tout les journalistes, mais je suis pas flic. Plus maintenant. Enquêteur privé, Mario Borges de Buenos Aires. Je m'intéresse à cette affaire. C'est fréquent, les attaques de ce genre par ici? Pas que je sache, non. C'est ce que je me disais. Alors pourquoi là? Pourquoi lui? Alors là, mon cher monsieur, moi je n'en sais rien du tout. Dites-moi vraiment ce que vous cherchez. Je m'intéresse au garçon. Au garçon? Oui, Diego, c'est ça. Qu'est-ce que vous lui voulez à Diego? Moi, rien. On me paye, c'est tout. Je vous suis plus. C'est peut-être aussi bien. À la prochaine. Ne rien changer à nos habitudes de balade à cheval était le meilleur moyen pour que Diego ne se fasse pas de soucis après ce qui s'était passé. Il se posait des questions et je pensais être le plus à même d'y répondre. Merci pour la balade, Tango. Ça fait du bien de quitter un peu la maison après tout ça. Je sais, bonhomme, ton père et toi, vous avez besoin de digérer ce qui s'est passé. Pourquoi il a menti aux journalistes? Comment ça, menti? Bah ouais, il a dit que c'était lui qui avait tué ces 3 types. Je sais que c'est faux. J'ai tout vu. T'as tout vu? Je suis pas allé à l'écurie quand tu me l'as demandé. Je me suis caché. J'avais peur qu'il fasse du mal à mon père. Pourquoi t'as pas voulu que les gens sachent que c'était toi? Tu poses trop de questions, mon jeune ami, beaucoup trop de questions. Parfois, vaut mieux pas savoir. Ouais. Allez, on fait la course jusque chez toi. Dans l'après-midi, de retour dans l'appartement d'Agustina situé juste au-dessus du bar, nous lézardions au lit après un petit moment à deux. Ah, c'est comme si on y était. Hein. On est vraiment, on voit les images de la BD, mais c'est ça, encadré par du son. Et quel son! C'est remarquablement bien fait, c'est superbement mixé. En tout cas, bravo à l'équipe de Blind. Entre autres, j'ai aussi sorti un extrait de Jacadi, une affaire de rapt, une affaire de raid dans un immeuble. Extrait. Police, il faut évacuer l'immeuble immédiatement. Ouvrez! Ah, je crois qu'il y a quelqu'un ici aussi. Police, ouvrez! Attendez 2 secondes, il se passe quoi là? Monsieur, il y a une intervention en cours dans l'immeuble. Pour votre sécurité, veuillez sortir et descendre tout de suite. Ok, 2 secondes, je mets mes chaussures, j'arrive. Dépêchez-vous! Bonjour. Police, madame. Je dois vous demander d'évacuer l'immeuble tout de suite. Évacuer l'immeuble? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laurent, vous savez ce qui se passe? Je ne sais pas, madame Fournier. Apparemment, il y a une opération de police dans l'immeuble. Une opération de police? Allez, dépêchez-vous là, il faut que tout le monde évacue immédiatement. Vous aussi, madame, allez, on y va. Est-ce qu'on peut au moins savoir ce qui se passe? Non, il n'y a pas le temps pour ça, descendez tout de suite et plus vite que ça. C'est pas une raison pour parler sur ce ton. Et en silence, vite, madame. Oh, mais comment? Mais vous vous rendez compte, Laurent? Allez, on monte. Police, ouvrez! Police! Police, ouvrez! Rien, capitaine. Réessayez. Police! Police, ouvrez! Police, ouvrez! Non, toujours rien. Il n'y a pas grand monde, on dirait. Non, les gens sont encore au boulot à ce temps-ci. Au moins un truc positif. Allez, on continue.
Police, y a quelqu'un? Police, ouvrez! On dirait qu'il y a personne. Qui laisse un bastard pareil seul toute la journée dans un appartement? C'est toujours mieux qu'un gosse. Bon, c'est bon, on peut y aller, les pipettes? Ça se voit qu'il a pas de cheveux. Et pas de gosse non plus, je m'arrive. Fermez-la. Allez, encore un étage. Police, ouvrez! Police, ouvrez! Police! Police, ouvrez! C'est incroyable. Hein. On se le disait avec Samuel Badel, qui m'accompagne aujourd'hui à la technique. On n'a même plus besoin d'images. On est dedans, on est dans l'immeuble. C'est fantastique. Extrait de Jacadi. Des auteurs Morgan Sommet et Romain Mallet. Non, Sommet, j'aurais peut-être dû dire. J'ai oublié de dire que Tango, l'auteur, c'est Philippe Xavier. Alors tout ça a été revu, corrigé, créé par l'équipe de Blind, à qui on doit aussi d'avoir revu et corrigé Beethoven, le prix de la liberté. Voyez-vous, ils ne font pas que dans le polar et tout ça. Ça a été écrit par Régis Penet ou Penet, P-E-N-E-T. Beethoven a 36 ans en 1806 lorsqu'il réside dans le palais d'un prince, son ami et mécène, où il va nouer une amitié avec le jeune fils du prince qui s'appelle Édouard. C'est un peu comme une journée particulière que nous raconte Régis Penet, qui fait œuvre biographique et qui dresse ainsi un portrait saisissant de celui qu'on appelait l'ours des salons, c'est-à-dire un génie sûr de son temps, indomptable et épris de liberté, instructif, émouvant, tout simplement magnifique, comme on va l'entendre dans cet extrait. Si vous me permettez un conseil plus général, jeune homme, vous devriez toutefois être plus attentif à l'indépendance des parties dans vos compositions. C'est une contrainte qu'il est bon de s'imposer. Vous me surprenez, maître. Vous-même avez eu souvent l'audace de vous affranchir de telles contraintes. Oui, moi je peux. Vous, pas. L'audace de s'affranchir des contraintes. On croirait entendre parler de Napoléon, vous ne trouvez pas? Est-ce pour cette raison que votre symphonie lui était dédiée? Elle était dédiée au premier consul. J'ai rayé la mention lorsqu'il s'est fait couronner empereur. Tout de même, vos chers révolutionnaires sur nos terres d'aristocrates, cela doit vous réjouir, non? Ce monde cul par-dessus tête, c'est le vôtre, Beethoven. Ludwig van Beethoven est un patriote et un ennemi de la tyrannie, comte. Comme nous tous. Oui, j'ai admiré le premier consul. Mais pour ma part, si j'avais des terres et des châteaux, j'éviterais d'y accueillir mes ennemis d'hier avec plus d'empressement que je ne serais allé les combattre. Beethoven! Pardonnez-moi, madame. Prince, permettez-moi de quitter votre table. Allez. Merci infiniment, Édouard. Vous alliez marcher dans la forêt? Non. Le ciel se couvre et il va certainement pleuvoir. Vous croyez qu'il y aura un orage? Possible. Vous n'avez pas peur de l'orage, Édouard? Si, un peu. Mais j'aime la lumière qu'il y a après. Moi aussi. C'est comme si toute la nature renaissait, vous ne trouvez pas? Il faut parfois un énorme orage pour goûter la transparence de l'air. Comme dans votre musique, Ludwig? Oui. Bien observé, mon jeune ami. Bien observé. Wittgenstein est un imbécile. C'est vrai. Mais Beethoven a passé la mesure. C'est également vrai. Il passe trop souvent la mesure. Aucune musique ne m'est parvenue cet après-midi-là. Il n'y avait que le son de ses pas. Il allait et venait. Il est descendu dans la salle de concert, d'où je ne pouvais plus l'entendre. Il voulait, pour une fois, qu'aucun autre cœur que le sien ne soit présent.
Je suis littéralement bluffé par la qualité de ces productions signées Blind. Là, c'était un extrait de Beethoven, le prix de la liberté, écrit au départ. Hein, c'est une BD de Régis Pennet et ça a été retravaillé par l'équipe de Blind. Les musiques sont composées aussi par eux. Tout, absolument tout. Et c'est un travail magistral. Et enfin, grâce à eux, bien voilà, on peut dire que maintenant, la bande dessinée en audio, ça existe. Ils produisent aussi d'ailleurs des livres audio qui sont eux aussi très léchés. Je vais avoir évidemment l'occasion de vous en faire écouter assez régulièrement à cette émission des livres plein les oreilles. Merci à Blind. Pas très jojo, le monde, la civilisation, tout ce qui se passe, tout ce qui bouge. Et il y a des gens qui en parlent très bien parce que ce sont des gens, d'abord qui savent écrire, mais qui savent aussi penser. Et je pense là à Amin Maalouf, qui est un homme d'analyse. Ça, on le sait, depuis très longtemps. Déjà, il y a 20 ans, il s'inquiétait de la montée des identités meurtrières. Il y a 10 ans, il s'inquiétait du dérèglement du monde. Eh bien, aujourd'hui, il se demande ce qui nous arrive au seuil ce qu'il appelle d'un naufrage total. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il nous dit, il y a l'Amérique, qui, bien qu'elle demeure l'unique surpuissance, est en train de perdre absolument toute crédibilité morale. Il y a l'Europe, qui offrait à ses peuples, comme au reste de l'humanité, d'ailleurs, le projet le plus ambitieux et le plus réconfortant de notre époque. Eh bien, l'Europe est en train de se disloquer. Il y a le monde arabo-musulman qui est enfoncé dans une crise profonde, qui plonge ses populations, on le sait, dans le désespoir et qui a des répercussions absolument calamiteuses sur l'ensemble de la planète. Alors, dans ce livre puissant dont je voudrais vous partager aujourd'hui un extrait, un livre qui s'appelle « Le naufrage des civilisations », Amin Maalouf fait œuvre à la fois de spectateur, mais aussi de penseur. Et lui qui a été au cœur même d'événements magistraux majeurs qu'on a pu connaître sur notre planète depuis une 50aine d'années, et lui qui en a été un des rares témoins oculaires, eh bien aujourd'hui, c'est plutôt en termes d'historien qu'il s'élève au-dessus de sa propre expérience d'ailleurs, et qu'il nous offre ce prix aujourd'hui 2019, prix spécial du jury du prix du livre de géopolitique, livre qui, je vous le rappelle, s'intitule « Le naufrage des civilisations » d'Amin Maalouf. C'est lu par Stéphane Boucher. Tout au long de mon enfance, j'ai observé la joie et la fierté de mes parents lorsqu'ils mentionnaient des amis proches appartenant à d'autres religions ou à d'autres pays. C'était juste une intonation dans leur voix, à peine perceptible. Mais un message se transmettait. Un mode d'emploi, dirais-je aujourd'hui. En ce temps-là, la chose me semblait ordinaire. Je n'y pensais guère, j'étais persuadé que cela se passait ainsi sous tous les cieux. C'est bien plus tard que j'ai compris à quel point cette proximité entre les diverses communautés qui régnaient dans l'univers de mon enfance était rare. Et combien elle était fragile. Très tôt dans ma vie, j'allais la voir se ternir, se dégrader, puis s'évanouir, ne laissant derrière elle que des nostalgies et des ombres. Ai-je eu raison de dire que les ténèbres se sont répandues sur le monde quand les lumières du levant se sont éteintes ? N'est-il pas incongru de parler de ténèbres alors que nous connaissons, mes contemporains et moi, l'avancée technologique la plus spectaculaire de tous les temps, alors que nous avons au bout des doigts, comme jamais auparavant, tout le savoir des hommes, alors que nos semblables vivent de plus en plus longtemps et en meilleure santé que par le passé, alors que tant de pays de l'ancien tiers-monde, à commencer par la Chine et l'Inde, sortent enfin du sous-développement. Mais c'est là, justement, le désolant paradoxe de ce siècle. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons les moyens de débarrasser l'espèce humaine de tous les fléaux qui l'assaillent, pour la conduire sereinement vers une ère de liberté, de progrès sans tâche,
de solidarité planétaire et d'opulence partagée. Et nous voilà pourtant lancés à toute allure sur la voie opposée. Je ne suis pas de ceux qui aiment à croire que c'était mieux avant. Les découvertes scientifiques me fascinent. La libération des esprits et des corps m'enchante, et je considère comme un privilège de vivre à une époque aussi inventive et aussi débridée que la nôtre. Cependant, j'observe, depuis quelques années, des dérives de plus en plus inquiétantes qui menacent d'anéantir tout ce que notre espèce a bâti jusqu'ici, tout ce dont nous sommes légitimement fiers, tout ce que nous avons coutume d'appeler civilisation. Comment en sommes-nous arrivés là ? C'est la question que je me pose chaque fois que je me trouve confronté aux sinistres convulsions de ce siècle. Qu'est-ce qui est allé de travers ? Quels sont les tournants qu'il n'aurait pas fallu prendre ? Aurait-on pu les éviter ? Et aujourd'hui, est-il encore possible de redresser la barre ? Si j'ai recours à un vocabulaire maritime, c'est parce que l'image qui m'obsède, depuis quelques années, est celle d'un naufrage. Un paquebot moderne, scintillant, sûr de lui et réputé insubmersible comme le Titanic, portant une foule de passagers de tous les pays et de toutes les classes et qui avance en fanfare vers sa perte. Oui, ça peut nous enfoncer encore un peu plus ou ça peut nous éclairer. C'est selon Le naufrage des civilisations d'Amin Maalouf, lu par Stéphane Boucher. Connaissez-vous Ici ailleurs, un texte québécois d'Ici de Mathieu Simard, lu par Émilie Bibeau et François Letourneau. Suivons, si vous le voulez bien, ce couple qui va se perdre dans une petite ville où dès lors qu'on a planté une lanterne, on a vu disparaître les gens les uns derrière les autres. Alors on se demande, mais mon Dieu, pourquoi ont-ils atterri ici ? La réponse non pas dans l'extrait, mais dans le livre Ici ailleurs. Le silence est tombé un jeudi comme une goutte de pluie et nous a submergés pendant des années. Les oiseaux se sont tus d'un coup, le grincement des charnières rouillées, les cris dans la cour d'école, le haut-parleur côté passager, les feuilles mortes, le vent, plus rien. Le silence. C'était il y a 3 ans, loin d'ici. Depuis ce jour-là, des centaines d'averses ont éclaté sur nous, et chaque fois, c'était elle qui nous tapait sur l'épaule pour nous rappeler les jours d'avant. Dans 40 ans, il ne restera rien, ni le souvenir de nous, ni les photos, ni la mémoire de tous les disparus, ni les notes d'un violoncelle retrouvé dans les ruines d'une maison centenaire. J'ai posé mon violoncelle dans un coin de la pièce. Si j'avais pu l'enfoncer dans le mur pour qu'il disparaisse, je l'aurais fait. Simon m'a tendu son manteau et nous sommes sortis. L'humidité nous a saisis, le poids des nuages, un film de poussière au-dessus de la route. Le seul bar du village est au bout en bas, devant un mur de conifères qui sépare le reste du système solaire de l'approximative civilisation d'ici. L'affiche défraîchie à la fenêtre n'a rien d'invitant, pas plus que la rouille du pick-up stationné sur la pelouse. Sans nous consulter, nous prenons une pause devant la porte de bois, freinés par la peur de la première bière post-déménagement, celle qui fera de nous d'authentiques villageois. Une respiration, 2, nous entrons. C'est un établissement comme il y en a partout, encore marqué par la cigarette oubliée d'un Daniel, par l'odeur des ouvriers qui y buvaient quelques années auparavant. 3 clients à 3 tables contemplent tantôt le mur, tantôt le vide. Des grosses 50 sur le comptoir. Des cernes d'alcool par centaines sur le bois de notre table. Ma chaise qui grince dès que je bouge. Le sourire de la serveuse. Notre radio est cassée, Fisher est supposé la réparer, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait... Elle s'appelle Lynn. Cheveux roux, teint pâle. Et nous lui commandons 2 grosses 50, espérant purger notre esprit citadin à coups de tradition locale grand format. La première gorgée, la 12e,
la 30e, le temps d'apprivoiser le brouillard dans lequel nous venons de nous lancer sans trop réfléchir. Nous semi-fêtons, embrouillés, un nouveau départ à l'autre bout du registre de nos nouveaux départs habituels. Nous ne parlons pas. De temps en temps, Simon me regarde. Je le trouve beau. Si ce n'était du grincement de ma chaise qui attire l'attention des autres, je l'embrasserais. Mais je me contente, discrète, de poser mes doigts sur les siens. Après chaque gorgée, il regarde vers la porte comme s'il attendait quelqu'un, mais elle ne s'ouvre jamais. Une gorgée. Nous nous tenons la main en silence, sans oser admettre notre peur immense d'avoir fait une erreur en venant ici. Un homme dépeigné début quarantaine pose la main sur mon bras. Il a mis 1 heure à se décider. Je savais qu'il finirait par nous adresser la parole. De regard furtif en dévisagement profond, il glissait sa chaise sans subtilité chaque fois que nous regardions de l'autre côté. Sa main reste collée à mon avant-bras. Simon lâche mes doigts. « C'est vous qui avez acheté la maison du vieux? » « Celle du coin, oui. » « Il vous aurait aimé. » L'ancien propriétaire, il aimait les belles femmes avant d'en perdre des bouts. « Ah? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il n'y a plus personne qui vient vivre ici. » On voulait un endroit tranquille. « Ah, ça... Il se passe rien, ça c'est sûr. Tout le monde s'en va. » Puis la maison était pas chère. Vous chargerez pas grand-chose pour la tank. On n'est pas pauvres non plus, c'est pas ça que je voulais dire. On connaissait pas... Je charge pas cher anyway. Tout ce qu'on veut, c'est... Depuis que l'usine a fermé, il se passe plus rien. Oui, ça va. Depuis que l'usine a fermé, ouais. Puis c'est encore pire depuis qu'ils ont planté l'antenne. L'antenne? C'est bien tranquille ici. Ben tranquille. Oui. Vous allez être bien. Oui. Je vous dérange pas plus. En tout cas, bienvenue chez nous. Le garage est à l'autre bout. Tu peux pas le manquer. Il y a une grosse affiche, elle allume plus, mais on est fermé le soir de toute façon. C'est un extrait de Ici ailleurs, écrit par Mathieu Simard, lu par Émilie Bibeau et François Letourneau. Vous retrouvez ça sur le catalogue de livres audio de Radio-Canada et c'est gratos. Des livres plein les oreilles. C'est la seconde partie. Dans quelques instants, je vais recevoir Faline Bobier, avec qui nous allons éplucher ensemble le site de CAEB qui vous concerne en premier lieu si vous avez des difficultés perceptuelles qui vous empêchent l'accès aux livres imprimés. Alors, comment choisir son livre audio? Quel format? Que faut-il avoir comme document? Etc., etc. Et puis, pour ceux pour qui les livres audio, vous savez que c'est accessible absolument à tout le monde, j'ai 2 nouveautés à vous proposer, à vous toutes et vous tous. Summit, que les amateurs de polar polaire attendaient en livre audio avec impatience, et une saga historique, Le Pays Blanc. Mais d'abord, on va accueillir Faline Bobier. Bonjour Faline, je suis très heureuse qu'on commence cette année ensemble. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. Et puis, on est le 9 janvier, on va pas se souhaiter trop longtemps une bonne fête, enfin quand même, comme c'est notre première retrouvaille, eh bien, ça me fait plaisir de vous souhaiter une très belle année à vous et en notre compagnie. Merci Clotilde, à vous aussi. C'est très gentil. Mais alors, Faline, j'ai eu envie avec vous aujourd'hui, pour ce début d'année peut-être, qu'on s'intéresse aux gens qui ne connaissent peut-être pas encore qu'est-ce que CAEB. Donc, à qui s'adressent vos livres en général et surtout vos livres audio? Le CAEB, c'est une bibliothèque pan-canadienne, oui. Et c'est pour des personnes qui ont de la difficulté à lire les imprimés. Oui. Donc, ça peut être, par exemple, à cause d'un trouble d'apprentissage, comme la dyslexie. Mm-hmm. Ça peut être à cause d'une incapacité physique où la personne
a la difficulté à tenir ou manipuler un livre en imprimé, ou ça peut être une déficience visuelle. Donc, quelqu'un qui est aveugle ou qui a une vision... Mais est-ce qu'il faut remplir un formulaire? Parce qu'après tout, je me dis, n'importe qui peut prétendre, je sais pas, qu'il est aveugle et puis avoir le droit à ça. De toute façon, c'est vrai que maintenant, par les banques numériques, on a le droit à tout ça. Mais est-ce que vous faites remplir un formulaire ou... Et oui, il y a un formulaire d'inscription qui se trouve sur notre site web, mais il s'agit d'une autodéclaration, c'est-à-dire... La personne n'a pas besoin de nous donner des preuves d'invalidité ni des certificats médicaux. Pour les gens au Québec, le seul critère, c'est qu'il faut être inscrit d'abord au SQLA, c'est-à-dire Service québécois du livre adapté. Voilà, via la BANQ, donc via la bibliothèque. Oui, c'est ça. Oui. OK, et une fois qu'ils sont inscrits sur le site de CAEB, on peut faire des recherches? On a accès absolument à tout? Oui, on peut facilement, je pense, faire des recherches sur le site. C'est aussi possible d'affiner votre recherche en vous servant des filtres de recherche, par exemple, pour l'âge, pour le format, audio, braille, etc., pour la langue, français, anglais, espagnol, etc. Et vous pouvez choisir aussi la narration humaine ou la voix synthétique ou les deux. On peut chercher aussi, par exemple, selon la date de publication. Donc, il y a plusieurs manière, pas juste avec un titre ou un auteur, quoi. On peut pousser. C'est ça, oui. Donc ça veut dire que tous les formats sont proposés, donc autant le braille que les gros caractères, que l'audio. Est-ce que ça prend la petite machine Victor, c'est ça pour l'audio? Il y a plusieurs possibilités pour lire nos livres audio. Il y a, comme vous dites, des lecteurs Daisy fabriqués par Humanware. Il y a un nouvel appareil qui s'appelle Envoy Connect. C'est un lecteur portable où vous transférez les livres directement de notre site web sur l'appareil. Ah, oui, OK. Et il y a aussi des applications accessibles comme Easy Reader ou VoiceStream qu'on peut utiliser avec un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur. Comment ça s'appelle, la petite bébelle dont vous parlez, qui leur permet de pouvoir télécharger directement? Envoy Connect. OK. Où est-ce qu'on trouve ça? C'est vendu par l'INCA. Ah, OK. Et c'est seulement, c'est en dessous de $100. Je pense que c'est $97. Donc, c'est beaucoup moins cher que les autres. Bien sûr. Ça vaut le coup. Donc, je suis contente de vous avoir posé la question parce qu'on part toujours du principe que tout le monde connaît, mais c'est pas vrai. Il y a encore plein de gens qui sont pas encore inscrits au SQLA, qui ne savent pas ce qu'est votre service CAEB. Alors, c'est pour ça que ça me semblait important en ce début d'année 2025. Mais vous êtes là aussi, chère Faline, à tous les mois pour nous présenter 2 ou 3 livres. On commence par Leonard Cohen? Oui, alors c'est une biographie. Leonard Cohen, l'homme qui voyait tomber les anges. C'est écrit par Christophe Lebold. Alors c'est vrai que c'est une biographie, mais c'est pas seulement ça. Parce que c'est aussi une étude sérieuse de l'œuvre de Cohen et pas surprenant puisque dans la vie, Christophe Lebold est aussi professeur de littérature. Donc, une des choses qu'il constate parmi d'autres, c'est vraiment, et je cite, selon l'auteur, Cohen a pratiqué l'art du paradoxe comme un art de vivre. C'est une des grandes leçons de Leonard Cohen. Il faut toujours être une chose et son contraire. C'est présent dans toutes les traditions mystiques, mais c'est très présent dans le zen que Cohen a pratiqué pendant longtemps. Mais donc, ce que moi j'ai pris de ce livre, c'est vraiment que Cohen est quelqu'un qui contient des multitudes, comme on dit. Et Christophe Lebold, c'est son père, quand il était adolescent, qui lui avait prêté 2 albums de Cohen.
Et l'auteur dit, j'ai tout de suite su que cet artiste allait rester avec moi longtemps. Et en fin de compte, c'est vrai, parce qu'il a passé à peu près 30 ans à travailler d'une façon ou d'une autre sur le travail, l'œuvre de Cohen. Donc, et il a eu l'occasion même de le rencontrer. C'était quand Cohen habitait à Los Angeles. Et il se savait déjà malade et il savait que c'était une maladie qui ne guérirait pas. Mais il a invité l'auteur chez lui et l'auteur dit qu'il a eu la permission de regarder dans ses archives, mais même de lire ses carnets de notes personnelles qu'il avait conservés en quantité. Donc, il connaissait bien ce Leonard Cohen dont la mission a été, on le dit souvent, de nous montrer que la lumière est l'autre face du noir. On va écouter un petit extrait de Leonard Cohen, l'homme qui voyait tomber les anges. Les choses nécessairement s'éclairent et Leonard comprend cette vérité essentielle, que la gravité est la loi absolue qui régit l'univers et nos existences, mais qu'elle est aussi le seul endroit où nos vies sont vraiment vécues. D'où ce pari improbable, le grand pari cohénien, sur lequel repose toute l'œuvre, qu'en dernière analyse, la frivolité nous ennuie, qu'en dehors du grave, nos vies s'étiolent, que du cœur de la gravité peut surgir une joie véritable et qu'à son terminus, on trouve une légèreté absolue. En d'autres termes, Leonard parie que la gravité, c'est la grâce. Une seule tâche pour lui dès lors, devenir le prophète et le pédagogue du grave. Sa mission, instruire les hommes sur leurs défaites, leur apprendre à aimer le plus grave de l'existence et leur démontrer que c'est seulement dans nos chutes qu'on comprend toute la volupté qu'il y a à avoir un poids. Ou, pour le dire comme Leonard, personne ne veut d'une vie frivole. Personne ne veut d'une vie superficielle. Nous avons un appétit pour la gravité. Mais la gravité, un des plus profonds plaisirs que l'on puisse goûter, est un luxe que très peu de gens se permettent. Partout, en revanche, les gens laissent leur vie s'amincir et devenir creuse. On n'imagine pas le vrai prix de la frivolité. Elle nous éteint le cœur. Ah, la voix de Raymond Cloutier pour lire ce livre consacré à Leonard Cohen. L'autre livre dont vous vouliez nous parler, alors quel beau cadeau ça ferait pour ça aurait fait pour Noël que ce livre-là, Le plus grand menu du monde. Qu'est-ce qui se cache derrière ce si grand titre? C'est vraiment, si vous voulez, c'est comme une histoire des aliments qui se trouvent sur nos assiettes et comment ils sont arrivés là. Donc, c'est plutôt c'est des anecdotes qu'il va nous raconter sur différents aliments qui sont pour nous aujourd'hui, on les prend pour acquis. Pour acquis, oui. Ce n'était pas toujours le cas. Mais donc c'est fait avec l'humour, mais c'est aussi très intéressant. Donc un peu, il nous propose un voyage qui change notre regard sur la biodiversité et qui nous nourrit. Oui, donc, aussi. Oui. Alors vraiment, c'est un bouquin, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui pourrait réenchanter vos dîners, comme on dit. Ça veut dire au moins vous pourriez éclairer vos dîners. Tiens, dis donc, toi qui es en train de manger des pistaches, est-ce que tu sais d'où ça vient? On va écouter l'extrait qui sont... c'est ça, oui. Si notre repas débute aujourd'hui par des pistaches, c'est parce que, grâce à elles, vous pouvez lire ce menu. Grâce à une pistache en particulier, une petite pistache comme les autres qui naquit sur un pistachier de l'Empire ottoman à l'automne 1701. C'est elle qui nous a tout appris. Au moment où elle fut cueillie et plongée dans un sac de toile parmi des centaines de ses semblables, notre pistache s'imaginait déjà vendue, puis grillée et croquée sur quelques tapis d'Orient, entre deux rasades de thé à la menthe. Un destin banal de pistache. Mais ce jour-là, un client inattendu s'arrêta devant l'étal du bazar. C'était un voyageur.
Il avait l'air de venir de loin et regardait avec émerveillement le tas de fruits secs. L'homme se nommait Tournefort. De toute sa carrière de botaniste, il n'avait jamais vu pareilles amandes vertes. Fier de sa trouvaille, il acheta la pistache sans même marchander, se promettant que dès son retour, il la planterait dans le jardin du roi. Le roi Louis XIII était souvent malade. Dans l'espoir de trouver de nouveaux remèdes, il avait confié à ses médecins le soin de consacrer un immense terrain à l'étude des plantes dans l'est de Paris. Et c'est dans ce terrain qu'on va planter cette fichue pistache qui va donc même pousser à Paris. En tout cas, non, c'est vraiment passionnant parce que il est question de cachalot là-dedans, des mouches et du fromage, des champignons. Et je sais pas si vous saviez, Faline, mais Bill François, d'ailleurs, c'est lui qui lit lui-même son livre, c'est sa voix qu'on vient d'entendre. Il avait déjà fait paraître un livre en 2019 qui dépeignait la vie secrète du monde sous-marin, un livre qui, mine de rien, a été traduit en 17 langues, et ça s'appelait « Éloquence de la sardine ». Oui, j'ai vu ça. Je n'ai pas lu, mais... Alors, ce livre-là, je pense que ça se lit presque comme un roman. Comme un roman, hein? Avec des petites histoires qui sont vraiment intéressantes. Ah oui, oui. Ah oui, vraiment. Entre la poire et le fromage, là, pour montrer sa grande culture qu'on étale beaucoup, surtout quand on n'a pas beaucoup de confiture à étaler sur le pain. Merci beaucoup, Faline. Je trouve que vraiment, pour commencer l'année, c'était de belles suggestions. Puis merci de nous avoir éclairé un peu plus sur les services qui s'offrent à CAEB, à toutes les personnes qui en ont besoin. Merci et on se retrouve le mois prochain. OK, très bien. Merci, Clotilde. Bonne fin de journée. Salut. Oui, vous aussi. Je voudrais vous présenter maintenant deux nouveautés dans le merveilleux monde, devrais-je dire, du livre audio. Ils ont une particularité commune, ces deux livres-là, c'est de se fondre dans un paysage blanc et froid, très froid. Par exemple, dans le premier, qui est signé Marjorie Tixier, c'est une espèce de saga assez lourde, hein, c'est une dizaine d'heures d'écoute, ça s'appelle Le Pays Blanc. On nous amène là en Pologne avec deux sœurs jumelles qui jamais n'auraient pensé devoir quitter ce pays blanc qu'elles aiment tant. Et pourtant, afin de sauver l'enfant illégitime de l'une des deux, eh bien, elles partent pour un exil sans retour avec le nourrisson et la France sera leur refuge. Et parallèlement à cette histoire-là, il y a celle de Thomas, parisien, qui n'a jamais réussi à parler avec sa mère, Dorothée, de son pays d'origine qu'elle a effacé de sa mémoire jusqu'au jour où les questions deviennent un petit peu trop nombreuses et trop pressantes. Il sent confusément, mais vraiment qu'il doit retourner en Pologne pour reprendre l'histoire là où il s'est arrêté. Alors, ces trois personnages-là vont se croiser, vont-ils se rencontrer? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est un roman qui retrace à travers le XXe siècle les destins croisés de 4 générations qui se font écho autour d'une seule quête, celle de la liberté, extrait de Le Pays Blanc de Marjorie Tixier. De l'histoire de mon pays d'origine, je ne sais rien. Et tel un naïf, j'ai pris un vol avec 2 ans de polonais à mon actif et ma nostalgie pour excuse. Les Russes ont beau bombarder l'Ukraine jusqu'à faire trembler la Pologne, je me sens inspiré à l'Est, solidaire du carnage qui s'opère sous mes yeux comme pour me confronter à mon ignorance. Découvrir est une nécessité qui m'apaise. Une journée à Zakopane, une seule. Un trajet éclair, sans photographie, et Lady Gaga dans le taxi collectif, puis David Hallyday, suivi de quelques chansons polonaises. Parfois, captant quelques mots, j'ai cru comprendre ma langue ancestrale. Je me suis bercé d'illusions, l'ivresse me faisant trembler d'autant plus fort que le paysage défilait trop vite. À la 3e bière, la montagne est noire et la fête bat son plein. Cris, spots colorés, cocktails à volonté. Mais l'heure est venue de rentrer.
Je sors des sources chaudes, ruisselants, sans serviette ni rien pour me sécher. En quelques enjambées, je regagne la piscine couverte et me laisse égoutter sur un transat. Sur le côté droit du bassin, non loin d'une cascade, 2 hommes de ma génération discutent, le cheveu doré et la barbe en pointe. Le plus petit présente une rougeur dans le dos. Une tache qui, semblable à 3 griffures parallèles, le transforme en proie de choix pour mon œil affûté. Qu'y a-t-il en eux qui me parle de moi ? D'un passé où nous aurions pu gambader ensemble dans les allées du Planty ? Chaque lacune ravive mes fantasmes. À travers ce dos rouge, je vois le sang d'une nation que les siècles ont souvent rayée de la carte, au point de la réduire à néant. Elle marche dans la neige, bras dessus, bras dessous. Ce sont 2 sœurs, des jumelles nées un matin de novembre 1901, jour de tempête. Elles marchent dans la campagne de Nowa Wieś, située dans la région de la Grande Pologne, 50 km à l'ouest de Varsovie. L'aube commence à poindre. Leurs pas s'enfoncent et laissent une trace sur le chemin forestier à l'heure où les enfants dorment encore. « C'est le pays blanc ici, je l'aime tant », dit Elena, née la seconde, mais considérée comme l'aînée. « Pour rien au monde je ne quitterai cette terre, toute plate et hostile qu'elle soit l'hiver. » La neige s'écrase sous leurs bottines fourrées. Elles portent une chapka blanche sur la tête, la même pour chacune, et un épais manteau de laine gris. Autour de leur cou, une longue écharpe flotte. L'une est bleue, l'autre rouge. Elles vont, parfaitement identiques, à cette exception près. « Je porte un enfant, avoue la cadette, mais il n'est pas celui d'André. » Tout le monde le saura puisqu'il est parti depuis longtemps. Je porte un autre enfant que le sien, un enfant que j'aime déjà plus que tous nos enfants réunis. Elena lâche le bras de sa sœur, qui continue à marcher alors qu'elle reste en arrière, incapable d'avancer. « Viens », lui lance la jeune femme enceinte pour la 4e fois. L'aînée s'efforce de la rattraper. Le souffle court, entravée par le choc autant que par l'effort, elle reprend le bras de sa sœur avant de parler. « Tu ne peux pas dire ça à Brony. Ce n'est pas pensable. Tu as 3 beaux enfants. André est parti travailler en France afin que tu puisses les élever dignement, et toi, pendant ce temps-là, tu batifoles. J'aime Simon depuis toujours. » « Tu exagères. D'aussi loin que je me souvienne, nous nous aimons, nous nous sommes promis l'un à l'autre. Sans notre père, parce qu'il est juif, alors tu peux comprendre que... Non, je ne peux plus comprendre maintenant que notre père est mort et que mon corps s'est enflammé. Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. C'est à cause de la panique, de la peur des conséquences que cet écart fâcheux aura sur la suite de ton existence et sur celle de tes enfants. Tu sais ce que l'on pensera de toi et de cet enfant qui ne sera pas comme les autres. Un bâtard. Ne parle pas ainsi. Un enfant est un enfant. Pour toi, peut-être, mais pas pour les gens d'ici, et encore moins pour André. De la neige tombe comme une pluie de rue des branches des arbres. Dans un même élan, les 2 sœurs baissent la tête. Seule Elena sent le froid de la glace pénétrer dans son cou. D'un geste brusque, elle ôte son écharpe bleue et la secoue avant de l'enrouler serrée, nouée, au plus près de la peau. « Simon m'a proposé de quitter la région. Je vais le suivre. Je n'ai pas d'autre choix. » reprend la cadette lorsque le délestage des branches est accompli. Extrait de Le Pays blanc de Marjorie Tixier, lu par Mathilde Éloi et Yann Morin. Ça a été publié en audio par les éditions Telem. On va rester dans ces pays blancs, dans ces pays de glace, avec Summit. Les enquêtes de Kanak Adriensen, numéro 4. L'auteur, c'est Mo Malo. Ça a été lu par Paul Georges. Il semblerait que les amateurs de polar connaissent bien Kanak Adriensen, le flic, le détective de Nuuk, la capitale du Groenland, le chef de la police locale. Il est moitié inuit, moitié danois et
il est chargé d'organiser la première réunion de la Scandinavian Police Association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus grands flics islandais, danois, norvégiens et finlandais se retrouvent à Kanglerlussak, à l'ouest du Grand Pays Blanc. Pourquoi? Pour sauver le Danemark d'une guerre des gangs qui menace sa stabilité. Oui, mais voilà, tout se complique lorsque l'un d'eux disparaît. Malgré la situation, on nous dit dans le résumé, le groupe doit partir en expédition dans l'Inlandsis, qui est une espèce de nappe de glace qui recouvre la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Mais pendant le voyage, des événements de plus en plus inquiétants se produisent. D'abord, leurs balises de repérage sont désactivées. Ils évitent un accident de justesse. 2 autres participants disparaissent à leur tour. Alors évidemment, la question se pose, est-ce que quelqu'un cherche délibérément à provoquer leur perte? C'est réellement dans une atmosphère angoissante que Kanak doit affronter une blessure ancienne qui est liée à un secret de famille qui vient de refaire surface. Nous sommes au milieu du blizzard et des blocs de glace que vous pouvez imaginer si, comme moi, vous ne les avez pas connus. On les a vus souvent dans des images absolument saisissantes. Ils ont faim, ils ont soif, ils ont froid. Et s'ils ne meurent pas de l'un de ces éléments, eh bien, c'est peut-être la folie polaire qui pourrait bien les embarquer. C'est assez anxiogène, ces enquêtes de Kanak Adriensen numéro 4, ça s'appelle Summit, je vous le rappelle, de Mo Malo, lu par Paul Georges. La panique qui le gagne tournant en lui comme le blizzard qui peu à peu l'enveloppe. Pourrait-il signaler sa présence à d'autres randonneurs? Est-il proche du point 660? Et si tel est le cas, vers où doit-il avancer? Cette nappe blanche ou ce rebond immaculé? Il n'aperçoit aucun signe, aucune balise. Quand tout est identique ou presque, comment distinguer ce qui nous entoure? Comment se distinguer? Ses pensées givrent et se figent. Il doit prendre une décision avant de divaguer tout à fait. Choisir un cap et s'y tenir. Opposer son opiniâtreté, aussi droite et résolue qu'une flèche, à l'immensité infinie. Sans nourriture ni assistance, combien de temps a-t-il devant lui? Il chasse cette question et bien d'autres. Et plus son sang reflue de ses membres vers son cœur, plus son énergie emprunte une voie inverse. Ses cuisses brûlent, mais chaque pas est une victoire qu'il remporte sur le froid et la mort, galvanisé par un espoir forcené. Il avance toujours, muscles contractés, tête baissée, lorsqu'une ombre blanche surgit des confins cristallisés. La masse progresse vers lui, sans presser le pas, avec majesté. Un traîneau et son attelage? Trop lent. Un groupe de trekkers? Trop gros, trop calme. Si sûr de son fait malgré l'adversité omniprésente. Bien peu humain, en somme. Un ours. Déjà, il lui semble percevoir le grognement affamé. Dire qu'il a failli lui faire signe, et même le héler. Mais si l'animal est là, à quelques dizaines de mètres seulement, si loin de la côte et de son terrain de chasse ordinaire, c'est bien qu'une promesse l'a conduit jusqu'ici. Probablement une odeur. Son odeur. Crier famine, et comprendre qu'on constitue le prochain dîner. Chapitre 1. Chacun était livré à son propre bourreau. Chacun souffrait à son rythme. Telle une vague engendrée par le geste infligé, la douleur déferlait, crispant leur visage parfois en communion, parfois en décalé. Kanak était tenaillé par l'envie de passer sa main sur son crâne, un geste qui l'apaisait, mais ses poignets ligotés au bras du fauteuil lui interdisaient tout mouvement. Subir. Il fallait subir et se taire. Alors que chaque nouvel assaut sur sa peau le conduisait un peu plus près du point de non-retour, là où les cris deviendraient irrépressibles. Face à lui, figé dans une posture identique, Massak semblait mieux maîtriser les effets du supplice. Sans doute pensait-elle à Bodil, 1 an à peine, qui reposait à quelques pas dans son transat. Le couple échangea un regard où la peine le disputait au remords.
Comment avaient-ils pu se mettre dans une aussi fâcheuse posture? Qui plus est, au sein de leur propre foyer. Penchés sur leurs avant-bras, les tortionnaires n'en finissaient plus de labourer leur chair, avec l'application de 2 enlumineurs imperturbables. Canak ne pouvait s'empêcher de se questionner. Y prenaient-elles du plaisir? Leur visage n'exprimait tout au plus que la satisfaction de l'ouvrage accompli, et surtout, une concentration extrême. Infliger cette peine, plus qu'un métier, une vocation, un héritage. Extrait de Sommit, les enquêtes de Canak Adriensen, numéro 4 de Maud-Malo, lu merveilleusement bien par Paul Georges. Waouh, ambiance glaçante pour finir cette émission. C'était Clotilde Sey, merci Samuel Lebadel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Des livres plein les oreilles. Salut.